Et oui, pour une grosse famille, hein, aller à la messe de minuit, c'est pas tout le monde qui pouvait y aller. Et comme nous étions pauvres financièrement, eh bien, le curé connaissait bien la grosse famille et puis offrait 2 bancs gratuitement. Parce que, vous savez, dans ce temps-là, il fallait louer les bancs pour la messe de minuit et ça se louait. Il n'y avait pas un espace de libre, hein. Les églises étaient pleines et même qu'on faisait 2, 3 messes et le lendemain, le 25, et je le sais parce que j'ai chanté beaucoup dans les messes de minuit et nous chantions également le lendemain vers 17h à la messe de minuit qu'on nommait aussi pour le 25 pour ceux qui ne pouvaient pas être présents le soir du 24. Donc, il fallait... Bon, les parents allaient à la messe de minuit, mais là, il fallait choisir dans les enfants qui vont y aller. Naturellement, les premières années, ça a été les plus âgés, ceux qui n'allaient pas chez leur conjoint ou conjoint, donc, ou amis et copines. Donc, c'était comme ça, il fallait payer et louer des bancs. C'est quand même spécial. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de louer des bancs. Nous arrivons et nous installons comme nous voulons et souvent, généralement, il y a beaucoup d'espace pour pouvoir s'installer. Sauf une église sur la rue Masson à Montréal, Rosemont. Cette église, je ne sais pas pourquoi, Saint-Esprit, ça a toujours été rempli, mais rempli. Et encore, je suis certain, même si maintenant je suis à Québec, cette église me ramène du temps de mon enfance parce qu'ils suivent la messe de minuit comme du temps, c'est-à-dire à minuit pile, le minuit chrétien se chante et la messe de minuit s'anime, mais de façon comme du temps j'étais enfant. Et ça, je crois, c'est ça que les gens aiment. C'est ça, on retrouve réellement ces valeurs, ces richesses qui nous ont été léguées par cette messe de minuit. L'amour, la paix, le partage, la tendresse, la famille. Vous savez, tout ça avant que les mondialistes brisent toutes ces grandes valeurs. Mais nous le savons, chacune et chacun de nous, qu'ils ne peuvent pas les enlever en nous et pouvoir se les partager. Une autre chose que je peux vous dire sur les grosses familles, c'est que chez nous, on ne barrait jamais les portes. Écoutez, les va-et-vient qu'il y avait là, chez nous, là, s'il fallait avoir barré les portes. Et je me demande si un intrus était pour rentrer chez nous au nombre que nous étions. Et ça, c'était fantastique pour ça. Déjà à cette époque, je parle des années 60 et 70 surtout, même début 80, on ne barrait pas les portes au Québec. C'est peut-être la même chose chez vous, en Europe. On ne barrait pas les portes. On n'avait peur de rien. C'est dans les années 90 qu'on a commencé à barrer les portes. Moi, je vis seul ici. Je barre mes portes. Mais avant, quand j'ai commencé à vivre seul, en 79, je ne barrais pas mes portes. Parce que j'étais habitué comme ça dans la grosse famille. Naturellement, que quand arrivait vers 23 heures le soir, nous barrions la porte, sachant que les plus âgés les aînés avaient la clé pour rentrer. Ça, c'était pratiquement inévitable la nuit de barrer les portes. Mais autrement, là,
de 6 heures le matin jusqu'à 23 heures le soir, jamais les portes n'étaient barrées, même souvent la porte était complètement ouverte. C'est pour vous dire comment c'était également. Il y a une autre chose aussi, c'est ma mère, elle nous donnait un bain par semaine. Alors, comment donner le bain aux 6 derniers en criant ciseaux? C'est pas évident. On veut rester dans l'eau. Puis surtout, on connaissait pas vraiment l'eau chaude, dans la mesure où ma mère, elle mettait le chaudron sur le poêle à bois, puis elle mettait ça dans le bain, puis elle faisait couler l'eau froide, parce que nous avions juste un robinet, puis c'était l'eau froide. C'est ça un taudis des années 60. Et ma mère, elle donnait le bain à un, elle donnait le bain à un autre, ensuite elle changeait l'eau. Et généralement, j'arrivais dans l'eau d'un de mes frères, généralement. Mais pour être certain qu'on ne prenne pas le temps de jouer dans l'eau qui est chaude un peu, puis c'est plaisant, eh bien ma mère nous donnait les bains le samedi soir parce que c'était la soirée du hockey. Le hockey sur glace pour les Européens, le hockey sur glace à la télévision transmis en direct. Et chez nous, le hockey, c'est comme chez vous, le foot, c'est la folie furieuse dans les maisons. Eh bien, ma mère disait, les enfants, c'est le temps du bain. Si vous jouez dans le bain, dans l'eau, eh bien, vous allez manquer le début du hockey. Est-ce que je peux vous dire qu'on ne restait pas dans l'eau? On rentrait dans l'eau, ma mère nous lavait, elle nous séchait, puis allez, va écouter le hockey, ça va commencer bientôt. C'était sa façon à elle de toujours penser à ce que tout se fasse dans un temps limite, sans nous bouleverser pour autant. Mais nous sortions propres et on pouvait regarder le hockey en famille. Naturellement, à l'âge que nous avions, généralement, après la première partie, la première période, on allait se coucher. Et plus qu'on vieillissait, plus on pouvait regarder la deuxième période, puis la troisième période. Et là, c'était toujours des moments fantastiques dans la grosse famille. Je vous parle de ça, puis peut-être certaines d'entre vous doivent penser que j'exagère. Mais j'exagère vraiment pas. Et comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, il y a des désavantages d'être dans une grosse famille, bien entendu. Mais moi, je veux, en ces temps de l'Avent et de Noël, je préfère vous partager que les avantages, parce qu'il y en a eu. Et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, j'ai de très beaux souvenirs de Noël que j'ai la chance de vous partager.